Ils sont plus proches, peut-être éventuellement. On ne vous entend prochainement. Donc, qui sont éventuellement beaucoup plus proches que ne le sont certains couples vrais, ce qu'on appelle les vrais couples, vous voyez. Donc c'est un vrai personnage intéressant, original, et qu'on a envie de connaître, avec laquelle on a envie de discuter, malgré ses mauvaises habitudes et ses comportements particulièrement limites, on va dire. Le commissaire Soneri, ben, on le connaît déjà. On dit souvent que Valerio est le Maigret italien, et alors sinon italien, bon, pourquoi pas. Et il en a peut-être un peu assez qu'on dise ça, non, Valerio? Est-ce que tu en as assez pour que tu es aussi le nom italien? Ah oui, excusez-moi, je parle mal le français, donc j'espère que vous pardonnerez mon mauvais français. Oui, je suis heureux d'être paragonné à Simenon Maigret parce que je pense que Simenon, il a été un des plus grands écrivains d'Europe, de 900 européens, et que tout le monde qui écrit de noir ne peut pas ne lire pas non, il a inventé le noir moderne, je pense. Alors moi, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence entre Soneri... Oups, merci. Entre Soneri et Maigret, c'est que Soneri, c'est un local. C'est-à-dire qu'il est à Parme, il est dans les environs de Parme, il est dans ses forêts, ses montagnes, il est dans son lieu. Alors que Maigret, lui, il a tendance à voyager un petit peu, on le retrouve en Belgique, on le retrouve en Hollande, on le retrouve un peu partout. Est-ce que justement la caractéristique principale de Soneri, c'est d'être enraciné chez lui? Oui, il est un personnage qui vit dans la ville de Parme et son environs, et donc il est comme un animal dans son ambiance, dans son habitat. Mais je pense que la caractéristique, il est même, il est comme l'Italie. L'Italie, il y a beaucoup de lieux locaux. Non? Il est une somme de lieux locaux. Il est moins homogène que la France. Donc, Maigret, il peut aller en Belgique, il parle français, il est né en Belgique, donc il peut aller dans la Bretagne, il peut aller dans la Provence. Il y a une homogénéité culturelle qui est plus forte en France qu'en Italie. L'Italie est un pays plus fragmenté, il y a de particularités régionales, donc c'est la raison pour laquelle Soneri, qui est un personnage qui appartient à Parme, à l'Emilia-Romagna, il reste dans l'Emilia-Romagna parce que dans une autre ville, dans un autre endroit, il peut être décontextualisé. Il n'a plus ses repères. Il n'a plus ses repères. Alors, votre Jew, elle est d'origine corse. Oui, comme vous. Oui. Et elle est venue s'installer à Nice. Quelle drôle d'idée. Pourquoi? En fait, je pense qu'elle est corse et d'origine italienne. Et finalement, elle a dû naître à Nice. Je fais un peu comme moi. Je ne vais pas les chercher bien loin. Et comme Soneri est ancré dans sa région, Diou est ancré dans Nice, qui est une ville dont j'ai voulu parler pour montrer une autre facette que celle qu'on peut imaginer à travers les médias ou des choses comme ça. On n'est pas tous en yacht, on n'habite pas tous au Negresco quand on vit à Nice. Il y a d'autres choses, il y a d'autres réalités, d'autres situations. Et c'est une ville que j'aime énormément, malgré la pourriture qu'il peut y avoir à l'intérieur de certains milieux. Mais j'hésite à dire que c'est ce qui fait son charme aussi. Non, elle a plein de charme et une petite odeur de pourriture par-dessus.
Et alors, parmi les signes et les indices de cette pourriture, le premier événement qui démarre le roman, à savoir la disparition d'un ouvrier du bâtiment, engagé dans la construction d'un projet absolument pharaonique et dont le financement est, on va dire, un petit peu douteux, opaque. Opaque, voilà, c'est le mot, c'est tout à fait le mot. Oui, en fait j'avais envie de parler de, quand j'ai écrit ce livre, je voulais parler tout au début des accidents du travail, notamment sur les chantiers, parce que c'est quand même une cause de mortalité importante en France, dont on parle peu, et c'est une cause de mortalité, on est vraiment très mal placé en Europe à ce niveau-là, au niveau de la prévention. Donc je parle de la disparition d'un ouvrier et je parle d'un chantier pharaonique parce que c'est ce qui se passe en ce moment. On a un maire qui entend laisser son empreinte. Alors j'ai un maire qui s'appelle Christian Estrosi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et là, il détruit beaucoup. On a détruit un théâtre national. Très très fort, et construit, et il donne à construire des choses un peu incompréhensibles. Donc là, il y a un énorme bâtiment qui est en train de sortir de terre, qui est donc un centre commercial, un hôtel de luxe, des trucs essentiels. Et surtout, au début, ils avaient prévu de le recouvrir de vitres réfléchissantes à Nice. Donc ça, c'était déjà une bonne idée. Et ensuite, il faut savoir que cette chose s'élève juste à côté de la voie rapide où on roule à 70 km/h. Donc on imaginait bien la réflexion du soleil dans les vitres pendant qu'on... Voilà. Donc les vitres réfléchissantes ont été laissées de côté. Et maintenant, on a des vitres sans teint, qui commencent à apparaître. Sauf qu'elles sont, elles sont légèrement plus lourdes que les vitres originales. Donc légèrement plus lourde fois des centaines de... Je pense qu'il va y avoir un problème sur la structure à un moment. Donc on construit des choses comme ça à Nice. On est vachement dans le rapport du GIEC, on est très préoccupé par le climat. Enfin bon, tout va bien. Alors Valerio, votre livre commence par un suicide. Alors d'abord il faut planter le décor. On est évidemment à Parme. On est évidemment un jour de pluie, de vent, l'hiver, et un jour d'inondation, comme ce qui est en train d'arriver en ce moment en Émilie-Romagne. Donc Sonnery est un peu, on va dire qu'il est un peu chafouin ce jour-là. Et le premier appel qu'on lui passe, donc, il s'agit d'un suicide. A priori, c'est pas son problème, puisqu'il s'occupe de crime. Il y va quand même, parce qu'il faut bien quelqu'un pour y aller. Pourquoi avoir démarré votre livre par un suicide? Parce que je pense que les idées, le livre parle d'une génération, les générations de la contestation des students, mais aussi des étudiants, mais aussi des ouvriers. Et en France, le titre est un titre très français parce que les slogans du mouvement les jeunes étudiants français, ce n'est que le début. Continue le combat. Oui, et donc le suicide est un peu comme la fin de d'une période de grands rêves d'une génération qui a pensé de changer le monde, mais il n'a pas réussi à changer le monde. Et après les années 1970, le monde a changé dans une direction qui est opposée à le rêve de la génération qui je raconte. Et donc le suicide, c'est un peu la symbole de la fin des illusions. Non seulement des étudiants, mais aussi des ouvriers de toute la gauche européenne. Aujourd'hui, la gauche européenne a apparu à partir des années 1980. Il y a eu un changement radical avec la Thatcher dans la Grande-Bretagne, dans l'Angleterre, excusez-moi, dans les États-Unis avec Reagan. Le monde a
pris une direction, oui, côté libéral, de le néolibéralisme, donc de le marché comme l'unique valeur qui reste. Et donc, je parle le suicide, c'est la conclusion, c'est un symbole de la fin des illusions. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec le suicide. D'accord. Alors, est-ce que c'est vraiment un suicide? Est-ce que c'est vraiment un suicide d'ailleurs? On ne sait pas trop au début. Est-ce vraiment un suicide? On ne va pas le dire. On le sait très vite. On le sait très vite. La deuxième chose qui se passe, c'est on vous appelle à cause d'un assassinat. Et cette fois-ci, il n'y a absolument aucun doute, ça n'est pas un suicide. En plus, c'est un personnage un petit peu connu, puisque c'est un personnage qui était un des leaders de la gauche contestataire dans les années 70. Dans le même temps, vous allez tomber dans la cour de la question sur une vieille Vespa qu'on vient d'enlever et qui pend à une rue. Et cette vieille Vespa va vous rappeler beaucoup de choses. Pourquoi cette image de cette fameuse Vespa? Un modèle bien particulier qui dit quelque chose à ça même. Oui, la Vespa, c'est un autre symbole de la génération que je raconte, parce que c'est le moyen plus économique, plus simple pour voyager, et donc pour aller le mytho de Kerouac, le On the Road. Et donc la Vespa a incarné l'aime de le voyage, de la découverte des autres lieux. Et c'est le moyen de la génération qui veut découvrir le monde, et veut changer, on dire, le monde. Et donc, Sonnery rappelle la Vespa et il collègue la Vespa à tout un milieu intellectuel et aussi à la personne qui est en particulier, il est un peu hippie, non? Il vive un peu à la journée, comme on dit, et il a comme copaine et comme femme riche, donc il dit que la femme riche, c'est la restitution des choses qu'il n'a pas eu le pauvre, non? Donc, il a une philosophie de vie particulière et il est tué et tous son copains, son ami, le Sonnery plonge dans les rêves et dans les souvenirs de sa jeunesse. Oui, et il connaît des autres amis de la victime. Et donc, comme sa modalité de faire l'enquête, c'est la modalité de découvrir l'ambiance, découvrir tout le contexte, tout l'entourage, parce qu'il est une commissaire inductive comme Maigret, pas déductif mais inductif, et il, à travers la conversation avec les amis de la victime, il arrive à découvrir non seulement qui a tué, mais aussi toute une ambiance, tout un contexte historique, parce que je veux raconter, c'est vrai, l'histoire d'une enquête, mais aussi et surtout le contexte social, le contexte où se déroule l'enquête. Le roman est un peu un roman social. Oui, beaucoup un roman social, oui, beaucoup. Alors, vous, de votre côté, on va finir par vous rapprocher, hein, parce que là, pour l'instant, vous allez chacun votre chemin. Et en fait, en plus de ces histoires d'ouvriers disparus qui va avoir des ramifications
clarification, puisque malheureusement il ne va pas être le dernier à disparaître. Il y a aussi cette histoire qui remonte très loin, puisqu'il remonte à l'attentat de la gare de Bologne, dont vous vous rappelez peut-être, en août 1980. Comment avez-vous conçu cette espèce de double intrigue qui finit? Bon, on ne va pas dire comment ça finit. Je raconte pas la fin tout de suite. Non. En fait, c'est vrai qu'au début, quand je réfléchissais à ce nouveau roman, je me disais, bon, je voudrais parler des chantiers, des accidents de chantier, et je voudrais parler de l'Italie des années de plomb. Donc, comment je vais faire? Parce que quand même, c'est... Bon, ben, j'ai écrit un roman. Mais en fait, j'ai voulu écrire un roman sur la perte de la mémoire. Donc la perte de la mémoire individuelle, parce qu'il y a une personne dans le roman qui s'enregistre parce qu'elle sent qu'elle perd la mémoire. Bon, il y a des bribes comme ça. Et la perte de mémoire collective, puisque je me disais que quand on pense à l'Italie des années 70, quand on est en France, on se souvient souvent de la photo du cadavre d'Aldo Moro découverte dans le coffre. Et puis on entend parler d'ex-membres des Brigades Rouges qui sont en France et qu'on veut extrader en Italie. Et pas grand-chose d'autre. Et il me semblait important moi j'avais envie de parler du fait qu'il y avait des groupes fascistes très, très puissants à l'époque. Enfin, c'était une période, Valérie en parlera sans doute mieux que moi, mais une période très difficile, compliquée, où il y avait vraiment l'extrême gauche et l'extrême droite qui s'affrontaient, et l'extrême droite commettant des attentats absolument, des massacres. Et ça, on a tendance en France, à l'avoir un peu peut-être occulté, oublié. Alors quand on est à Nice, on est proche de la frontière italienne, donc il y a culturellement, et puis on a la famille, donc peut-être que le souvenir est un petit peu plus vivace. Mais finalement, cette histoire-là s'est diluée dans le temps. On ne retient que des bribes et qui me paraissaient pas justes. Et notamment, il y a quelque chose qui me choque toujours, c'est la notion de crime impuni. Donc il y a encore des attentats en Italie dont les auteurs n'ont pas été condamnés, et 50 ans après. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, je voulais parler de cette période-là pour parler à la fois de l'impunité et de la mémoire. Est-ce que vous êtes d'accord, Valerio, avec cette idée que ces années de plomb, qui ont quand même duré très longtemps en Italie, vu de France, c'est vrai qu'on les a un petit peu oubliés. Parce que la durée de cette période a été très longue, alors que chez nous, la période de révolte a été relativement brève. En mai 68 était très frappant, mais très bref. Alors qu'en Italie, ça a continué très longtemps. Et avec des violences absolument invraisemblables, de l'extrême droite en particulier. Et donc, vous vous attachez beaucoup à savoir ce que sont devenus ces gens, ces militants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous ces militants? Oui, l'histoire c'est très, très longue. Et il faut recommencer après la Deuxième Guerre mondiale. L'Italie, particulièrement l'Italie du Nord, sort dans une guerre civile. Et après, le passage dans le fascisme à la République n'est pas venu avec une, de spoil system. Oui. Et tous les États italiens, la gendarmerie, les carabiniers, les polices, la magistrature, tous les apparats de l'État sont restés fascistes et sont restés tels de Mussolini. Et donc, après la guerre, après une guerre civile,
le premier grève en Italie pour le droit des ouvriers, ils sont réprimés, on dit réprimés, avec de grandes violences. Et dans 1969, la gauche en Italie devient plus importante, plus grande, donc il n'est pas plus possible de réprimer dans les places. Ils mettent le bombe dans les places, dans les banques, pour créer un climat de tension. Le climat de tension est au fin de faire dire à le peuple, il y a besoin de noms forts, non? Donc oui, de limiter la liberté personnelle de les gens. Et donc, dans 1969 à 1980, le massacre à Bologne, il y a la stratégie de la tension. Dans 1979, il y a l'homicide. Moro a été tué et il a terminé un projet politique qui veut les deux grands filons matrices culturelles italiennes, le catholique et la gauche, qui collaborent dans le gouvernement. Et dans 1980, comme dit, le monde a changé. Alors, l'Italie n'a pas eu Nuremberg, n'a pas eu le procès à Vichy, et sont restés dans le tas d'organismes, par exemple, dans les services secrets, personnes vraiment fascistes. Et dans 1970, il y a une tentative de coup d'État par un personnage qui a commandé une brigade particulière spéciale de l'armée de Mussolini, qui s'appelle Valerio Junio Borghese, qui a prouvé un coup d'État. Donc là, le parcours de la droite extrême a généré la part opposée, d'autre côté. La peur qu'il y a eu la gauche extrême en retour de le fascisme a fait que sont nés les brigades rouges, l'avant-garde ouvrier et des autres prima linea. Et donc la violence contre la violence. Et il y a eu une période terrible de contraposition. Et aujourd'hui, il y a une droite qui a son... Je ne pense pas que Giorgia Meloni il est fasciste comme Mussolini, mais dans son parti, dans son côté politique, il y a beaucoup de fascistes. Par exemple, le président du Sénat italien, qui a dans sa maison l'image de Mussolini, non? Et donc, une journaliste a posé une question, mais vous célébrez le 25 d'avril, qui c'est l'anniversaire de la libération de l'Italie. Elle lui a dit, je ne sais pas. Tu es le deuxième personnage important de la République italienne qui est fondée sur l'antifascisme. Et tu dis que c'est vraiment paradoxal, non? L'Italie, un pays qui il y a des paradoxes, vraiment des paradoxes. On va continuer donc on va continuer cette histoire de travailleurs disparus. On ne va pas dire évidemment la suite, on ne va pas dire la fin,
mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu va se débrouiller avec cette histoire? C'est un nœud de vipère, cette histoire. Oui, parce que c'est ça qui est drôle, quoi. C'est de créer des nœuds de vipère et puis des fausses pistes, des choses comme ça. Mais effectivement, je voulais un petit peu parler du fait que là, en fait, c'est un ouvrier qui disparaît et on ne sait pas s'il a eu un... En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que quand il y a des accidents sur les chantiers, souvent, on demande aux ouvriers, ou on fait pression sur les ouvriers pour qu'ils se déclarent comme un accident domestique. Donc à la maison, comme ça, l'entreprise n'a pas de malus et puis il peut continuer, puis il ne va pas payer, puis la Sécu prend en charge et il n'y a pas de souci. Donc ça arrive assez souvent. Et donc dans ce cadre-là, elle, comme en plus c'est un ouvrier étranger, il est moldave. Il y a des suspicions puisque c'est vraiment le bout de la chaîne hein, quand on est sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant dans une entreprise et qu'en plus on est étranger avec ou sans papier, enfin quand c'est sans papier c'est pire, on est le plus précaire de la chaîne et on est soumis à toutes les pressions possibles et imaginables. Donc j'ai essayé d'imaginer ce qui avait pu arriver à ce jeune homme, et c'est pas exactement ce que l'on pourrait penser au début. C'est ça qui est... c'est ça, alors, incroyable. En Italie, c'est plus grave parce qu'il meurt sur le travail 2-3 personnes par jour. Et c'est paradoxal qu'on va au travail pour vivre, pas pour mourir. Mais il y a des cas où des immigrés sans papier, ils tombent dans une cantine par exemple, et ils meurent, et le cadavre il est pris et jeté à l'angle en rue pour simuler un accident de voiture. Parce que permet d'être dénoncé par l'autorité. C'est absolument effrayant. Alors, il y a une chose en commun entre vos deux livres, c'est toujours la dualité entre l'aspect personnel des choses, c'est-à-dire, chez vous, Michel, c'est cette histoire qui est liée à Bologne et liée à cette personne qui a perdu la mémoire, qui est une espèce d'exploration psychologique, mais aussi historique à cause de Bologne. Donc, il y a cette affaire de travaux publics et de suspicion, plus que des suspicions, de malversation, et cette histoire personnelle. Chez vous, Valerio, il y a à la fois la recherche de la vérité qui vous oblige à aller enquêter auprès des anciens amis du mort, et il y a également l'obsession personnelle de Soneri qui est très très forte dans ce livre. Elle est toujours très forte, cette espèce de nostalgie, mais dans ce livre-là, je trouve particulièrement. Avec l'histoire de la Vespa, on voit bien que cette histoire lui provoque une espèce de choc de nostalgie et lui provoque une espèce de prise de conscience aussi. À se demander, voire même, est-ce qu'il ne se pose pas la question de savoir pourquoi il est devenu flic? Il y a en partie de flics en Italie qui sont des gauches, qui sont en minorité, mais il y a. Et Soneri est né exactement par la suggestion d'un flic de gauche que j'ai connu à Parme, et un flic particulier qui n'est pas un flic d'action, mais un flic réflexif, qui travaille dans la ville de Parme et connaît très bien la ville de Parme. Il n'y a pas de grande criminalité, mais il y a une criminalité entre le niveau des affaires, le niveau économique et le niveau politique, et donc la corruption, etc. Aussi le blanchiment de l'argent de la Malavie du Sud qui vient au nord pour acheter, pour blanchir l'argent. Et donc Soneri, c'est une part de la minorité de le flic. C'est plus rare qu'il y a de personnages de gauche dans la gendarmerie, dans les carabiniers. Ils sont militaires, sont
dans la police, il y a eu une période où ils sont entrés de gens de gauche. Et il est un peu, comment dire, un poisson au dehors de l'eau. Parce que tout le contexte, l'apparat de la préfecture, il n'est pas aligné avec lui. Et il est toujours en contraste et il a une nature un peu d'anarchiste. Il n'aime pas la discipline, La hiérarchie. oui, et donc c'est un personnage particulier. Et la nostalgie vient parce que il a, comme les étudiants de 1968, il a pensé que le monde peut changer. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas changé, il a pris une autre direction. Et donc, il retourne dans son année de jeunesse et comme nous quand rappelons notre jeunesse, nous avons des nostalgies existentielles et nostalgie aussi politique, en cas de sonnerie. Et donc les deux choses sont unies et dans ce livre c'est particulièrement fort là. Alors, il y a une autre chose, c'est que je disais tout à l'heure que Sonnery était quelqu'un de très territorial, très attaché à sa ville, à sa région, etc. Là, petite exception, Sonnery s'en va dans les Cinque Terre, c'est-à-dire du côté de la Spezia, par là, pour poursuivre son enquête. Et là, il se sent très très mal. Et c'est là que vous nous révélez quelque chose de sa vie personnelle qui est très très émouvante. C'est une chose, ça c'est une de vos forces. C'est le 8e livre avec le commissaire Sonnery et on ne sait toujours pas grand-chose de sa vie personnelle d'avant. Et là, on en sait un tout petit peu plus et ça, je trouve ça très touchant. C'est un grand moment d'émotion, je dois dire. Oui, Sonnery c'est un personnage qui vielle, non? Il n'est pas toujours la même chose. Il se raconte, il sent le temps qui passe. Donc, et dans ce roman, la ligne de mer, non, la précision cartésienne de il a l'habitude de voir la brouillard, et la brouillard c'est quelque chose qui a lui-même à l'intérieur. Il est un homme qui n'a pas de certesse, un homme qui il médite beaucoup et surtout la brouillard c'est une chose qui permet d'imaginer, parce que si tu ne vois pas, tu dois imaginer. Non? Et la mer, la Nice de Michel, c'est complètement différent. Hein? Et donc, il est un peu bouleversé, mais il rappelle quand, avec la Vespa, il voyageait à la mer. Donc, il y a beaucoup de choses qui sa confusion mentale. Oui, vraiment, quand il se retrouve au bord de la mer, on le voit perdu face à cette grande étendue et la brume lui manque. C'est pas pour rien qu'un de vos livres s'appelle Le fleuve des brumes. Hein. C'est pas pour rien non plus qu'un autre de vos livres s'appelle Les ombres de Montelupo. Sonnery, c'est un homme des brumes et de l'ombre, et de la forêt, et de la montagne. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Nous sommes loin de la mer. Alors Michel, pour conclure cette conversation, comment est-ce que vous êtes lus mutuellement, j'imagine? Je lis Valérian depuis... Oui, j'ai lu. Et il m'a fait le plaisir de lire mon premier livre. Donc vous avez un personnage de femme donc indépendante, privée, qui a une vie très libre, à vous seul quand même, mine de rien, ne pas trop en fait.
non, pas trop. Qui est absolument, elle est très très attachante, elle est pétulante, etc. C'est un peu le contraire de Sonnery, en dehors de la colère. Ouais. Parce qu'ils ont tous les deux de la colère. Oui, ils ont la colère en commun, oui. Mais je pense qu'ils s'entendraient bien. Parce que Julia, c'est un personnage effectivement, qui a choisi de ne pas avoir d'enfant, qui n'a plus de parents, qui a un ex, enfin qui a quand même un colocataire qui est son frère de cœur qu'elle a choisi. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement social et qui ne peut pas vivre en dehors d'un environnement, d'une tribu, de gens qu'elle rencontre. Et elle aime bien les gens un peu différents, ou les gens qui vont la surprendre. Le commissaire Sonnery pourrait être tout à fait un élément de surprise pour Julia, et elle l'emmènerait manger de la soque à Nice. Et puis on va organiser ça l'année prochaine. Je pense que le trait d'union entre les deux personnages, c'est la tension éthique. Non, il y a tous les deux, il a une direction éthique. Il veut faire reculer la maladie, la corruption, mais dans le cas de Sonnery, il se rend compte qu'il n'est pas possible parce qu'il est une commissaire de province, d'un petit ville, et la maladie c'est une multinationale, donc on peut, comme disait le magistrat italien qui a fait l'enquête sur la corruption, nous ne voulons pas changer le monde, mais seulement passer la puanteur, faire baisser la puanteur. Passer un peu là. Et donc, Sonnery, il voit que l'humanité c'est irrédimible. Le mal continue à être entre nous, et nous voyons qu'aujourd'hui il y a une guerre en Europe après beaucoup déjà de 60 ans, oui, il n'y a eu pas de guerre, et aujourd'hui nous avons la guerre, nous sommes retournés dans les erreurs passées. Donc la mémoire qui est oubliée, aujourd'hui la mémoire s'est cassée. Les gens ne rappellent pas ce qu'il est sucé 6 mois avant. Si on rappelait, oui, la classe politique ne serait pas la même. Bon, écoutez, on va... Quelques questions. Alors, si vous avez des questions, essayez de les formuler de façon courte pour qu'on puisse avoir la réponse complète, s'il vous plaît. Alors, Sylvia. Oui, je voulais juste avoir l'avis de Valère. J'imagine que vous avez regardé la série de Bellocchio sur, ou pas, mais en tous les cas, si vous l'avez vu sur le crime d'Aldo Moro, parce que vous avez vu cette dernière série, et j'aimerais bien avoir justement comment vous l'avez ressenti, votre avis d'Italien par rapport à son regard sur ces années-là. Je crois que c'est une reconstruction très fidèle et très bien fait. Et Bellocchio, c'est un registre qui est vraiment, il y a beaucoup d'attention vers l'histoire, vers le contexte culturel italien. Il a créé des films vraiment notables. Et donc, je pense que comme par exemple Bertolucci a créé le film 900, c'est un film qui raconte parfaitement la sortie de fascisme, non, excusez-moi, la naissance de fascisme en Italie. Et il est un cas parfait. On peut étudier l'histoire
part le film de Bertolucci, aussi Bellocchio, il a réussi à raconter aussi à les Italiens qu'est-ce qu'a signifié le delitto moro, parce que c'est la fin d'un projet politique qui est né après la guerre par une personnage catholique qui s'appelle Dossetti, qui après la guerre il a prouvé il a dit que les deux composants de la culture italienne les plus grands, la gauche des dérivations socialistes et le catholique devait collaborer parce que dans le principe essentiel, c'est-à-dire d'aider les pauvres, de rééquilibrer la société, non, de redistribuer la richesse. Ils sont d'accord. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le riche devient toujours plus riche et le pauvre devient toujours plus pauvre. Donc, c'est la fin vraiment d'un projet politique. D'autres questions? Non? Bon, je vous remercie.